Très bien la différence entre les acides gras saturés et insaturés. Nous avons calculé l'indice nutritionnel. On peut le calculer en divisant l'ensemble des acides gras saturés sur les acides gras insaturés. Et quand vous remarquez que la pizza contient la quantité la plus élevée en acides gras saturés, alors que les sandwichs de thon et les sandwichs d'omelette présentent la quantité la moins élevée en acides gras saturés. Pour la composition en sodium, la pizza présente la quantité la plus élevée en sodium, 0,44 grammes pour 100. Pour la comparaison entre les différentes régions, la comparaison des résultats de sodium par les différentes régions de Casablanca, nous n'avons pas trouvé une différence significative. Voilà pour conclure. Les fast-foods au Maroc sont très riches en acides gras trans et saturés et de sel. Ainsi que la composition en acides gras n'est pas bien équilibrée au niveau des échantillons, ce qui peut être associé à l'augmentation des prévalences de maladies non transmissibles. Donc, il est nécessaire d'établir des stratégies pour sensibiliser la population et ainsi de mettre des politiques pour diminuer le sel et le gras dans l'industrie alimentaire. Voilà, merci. Ça, on l'a tous fait au début de notre carrière. Quand vous présentez un travail, c'est pas la peine de présenter le plan. Ça, on le fait dans un cours magistral, mais dans une communication, on passe directement à l'introduction. Le plan se compose d'une introduction, de matériel et méthode, ça on le sait tous. Donc dans une communication, dans un congrès ou dans une instance aussi importante, il faudrait mieux passer directement au vif du sujet. Et ma question pour M. Charbaoui ou Chabraoui, c'est, vous avez utilisé l'anthropométrie, vous n'avez pas donné de résultats. C'est-à-dire que c'est des paramètres que vous avez pris au cours de votre étude, mais vous n'en avez pas parlé de résultats. Et aussi le type de questionnaire que vous avez utilisé, est-ce que des rappels 24 heures ou juste des fréquenciers? Bon, j'ai deviné. Donc, merci. Donc les paramètres ce sont ceux-là, c'est le poids et la taille. Donc pour le questionnaire, on a adopté un questionnaire du projet ATLS, c'est un projet qui s'est intéressé 12 pays arabes. C'est parmi ces pays, donc c'est l'Arabie Saoudite, c'est aussi le Maroc, c'est Oman, c'est donc 12 et aussi le Maroc. Donc l'étude qui a été faite au Maroc, elle a été faite à Kenitra. Donc sur ce projet-là, donc c'est ça. Donc on a adopté ce questionnaire de ce projet-là. Alors j'ai deux petites questions. Une pour les deux premières communications. Dans le questionnaire, est-ce que vous avez demandé aux filles par rapport aux tâches ménagères? Parce que bon, je pense que tâches ménagères, ça peut être considéré comme une activité physique. Est-ce que ça a été pris en considération? Et que bon, les filles, chez nous, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les tâches ménagères faisaient partie de mon quotidien. Donc peut-être que ça a changé, c'est intéressant de voir. Est-ce que... Donc pour moi, donc, dans le questionnaire, si vous pouvez jeter un coup d'œil, il y a une question qui s'intéresse de ça, donc qui parle de est-ce qu'elle pratique des tâches ménagères à la maison avec... Vous avez introduit ça dans les résultats par rapport à l'activité? On n'a pas introduit ça dans l'exposé, mais ils sont introduits dans les... D'accord. Voilà. Et une dernière question pour la dernière communication. Pourquoi vous n'avez pas introduit les fast-food américains dans les sandwichs américains? Vous avez introduit la pizza italienne, les sandwichs marocains, mais pas le sandwich américain qui est en train de faire ravage partout dans le monde. Enfin, il s'agit déjà d'une étude pilote. Cette étude a été menée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on n'a pas vraiment fait beaucoup de... Oui. On n'a pas...
Je vais ajouter quelque chose. C'est une étude qui n'était pas menée par l'OMS, mais qui a été menée par notre équipe, par notre laboratoire, et qui était recommandée par l'OMS. C'est une étude qui avait deux volets. Le volet, la détermination de la consommation quotidienne du sel par les Marocains. Et donc, c'est une étude pilote. Et on a estimé en gros quelle est cette consommation, parce que l'OMS est en train de préparer toute une stratégie pour le Maroc. Et ils ont dit qu'ils préfèrent donner ce travail à un laboratoire et par la suite, ils vont passer au ministère de la Santé pour avoir une stratégie. Donc, c'était un petit peu pour déblayer le terrain. Et la deuxième partie de l'étude, c'était pour la détermination de l'apport en acides gras saturés et trans dans les aliments les plus consommés, mais presque traditionnels. Ils veulent pas, ils n'ont pas voulu avoir des résultats sur des aliments qui sont industrialisés, c'est-à-dire qu'il y a une production sur laquelle on peut connaître les... Donc ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est plutôt qui est le Marocain hadi, moyen, qu'est-ce qu'il va consommer, qu'est-ce qu'il consomme à sa maison. Donc il y a cette partie qui concerne les fast-foods, mais il y a une autre partie où nous avons analysé 20 repas marocains, tous les 3 jeunes, même avec les Koulaïen, même avec le Touara, et où nous avons discuté. Et l'essentiel dans tout ça, on a défini ce qu'on appelle l'indice nutritionnel de gras. Ça ne veut pas dire combien on mange de gras, mais est-ce qu'on mange du bon gras ou du mauvais gras. C'est pour cela que Younis, il vous a fait le rapport entre les acides gras trans, les acides gras saturés sur les acides gras insaturés. Plus ce rapport est élevé, plus c'est mauvais. Alors je vais vous donner une information qui va vous étonner, je l'ai donné tout à l'heure à la table. Le Coréen, c'est pas mauvais, c'est 1. Alors que le Kersha, c'est 4. Alors, chaque fois que vous mangez du sardine, qu'il soit frit, qu'il soit dans le tagine, c'est toujours 0,5. Chaque fois que vous mangez du poulet, même à prix, chaque fois que vous mangez du poulet, c'est moins de 1. C'est des choses qui sont connues parce que le gras, il n'y a pas beaucoup de gras caché. Par contre, dans les sardines, il y a du bon gras. Donc, quand vous faites le rapport, même s'il y a beaucoup de gras, il y a du bon gras. Voilà, c'est ça l'étude en résumé. Merci. Merci beaucoup pour ces informations très précieuses. Donc, une dernière intervention pour le professeur Satara. Non, je m'excuse, je n'ai pas écouté en totalité la question des sandwichs. Donc, ça m'interpelle. Vous m'en excusez. Je voudrais simplement savoir, est-ce que ce sont des sandwichs que vous avez confectionnés vous-même ou que vous avez achetés? Eh bien, c'est très important. Parce que dans le cas où vous aurez vous-même confectionné le sandwich, vous seriez amené à peser chaque gradient. Et donc, vous connaissez exactement combien de sardines, combien d'huile, combien de ceci que de cela. C'est très important. Si vous les achetez, vous ne maîtrisez absolument rien. Ça, c'est une chose. La deuxième, les modes de cuisson de ce sandwich. Le mode de cuisson de ce sandwich sont d'une importance capitale pour la transformation de certains acides en trans, par exemple. Je crois que... Et vous avez dit vous-même qu'il s'agit d'une enquête pilote. C'est déjà une première. Et si vous envisagez de refaire l'étude, ça sera intéressant de maîtriser ces points. Merci. L'obésité est définie comme une accumulation excessive de masse grasse dans l'organisme dans une telle proportion où elle peut avoir une influence sur l'état de santé d'un organisme. Aujourd'hui, elle est considérée comme une maladie complexe, multifactorielle et chronique, évaluée selon plusieurs indices.
à savoir l'indice de masse corporelle, le tour de taille et le ratio tour de hanche. Au fur et à mesure des études, on avait validé plusieurs valeurs seuil pour le tour de taille et les ratios tour de taille, tour de hanche. L'obésité touche 300 millions de personnes dans le monde. Au Maroc, en 2008, la prévalence chez les hommes était un peu plus de 11% et plus de 23% chez les femmes, ce qui en fait un problème majeur de santé publique. L'obésité au Maroc n'affecte pas seulement l'état de santé d'un individu, mais également elle a un poids monétaire économique, puisque son poids annuel est d'environ 24 milliards de dirhams par an, soit à peu près 3% du PIB national. Le syndrome métabolique est défini comme une combinaison de désordres métaboliques, incluant les dyslipidémies, l'hypertension, et une tendance à développer une adiposité abdominale. Depuis 1999, 7 définitions ont été mises au point, validées jusqu'à la plus récente, qui date de 2009, qu'on appelle la définition harmonisée. Le but de ce travail était d'évaluer le risque cardiovasculaire chez des patients atteints ou non de syndrome métabolique en utilisant des indices d'hétérogénéité. On a également évalué leur statut inflammatoire afin de mettre en évidence certaines habitudes alimentaires chez ces patients. Pour cela, nous avions recruté 241 patients dont l'IMC était supérieur à 30 kg par mètre carré. Ils étaient âgés entre 18 et 75 ans. Ces patients avaient rempli un questionnaire qui regroupait toutes les données anthropométriques, les caractéristiques sociodémographiques, ainsi que certains facteurs relatifs à la prise médicamenteuse, le tabagisme et l'activité physique. Pour définir le syndrome métabolique, on s'était référé à la définition du N7-ATP3 qui signalait le syndrome métabolique dès lors qu'on avait une présence de 3 des 5 marqueurs que je vous affiche ici. Alors pour l'évaluation du risque cardiovasculaire, on avait montré que chez les patients avec syndrome métabolique, il y avait une réduction des niveaux de HDL cholestérol, des niveaux de triglycérides qui étaient augmentés. De même, pour les niveaux en ApoA, qui est un constituant des HDL, qui diminuait avec le syndrome métabolique, alors que l'ApoB, qui est un constituant des lipoprotéines pro-athérogènes, augmentait en présence de syndrome. Tout cela affectait les ratios et les indices d'hétérogénéité affichés et qui traduisent un problème au niveau du métabolisme des lipoprotéines, comme une altération au niveau du transport du cholestérol entre les particules pro et anti-athérogènes, un déséquilibre de la balance pro-anti-athérogène, une inefficacité des particules HDL dans le transport reverse du cholestérol, ainsi que des anomalies de taille et de nombre des particules LDL, les rendant donc fortement hétérogènes. L'étude des corrélations avait montré que la plupart des ratios lipidiques qu'on avait utilisés étaient corrélés au bilan lipidique. Ils étaient également corrélés entre eux. Enfin, l'indice hétérogénique du plasma et le ratio cholestérol total sur HDL étaient les seuls à avoir été corrélés positivement à l'ensemble des risques de décès et de développement de maladies cardiovasculaires. On avait également évalué le statut inflammatoire de la population. On avait remarqué que le syndrome métabolique s'accompagnait d'une inflammation à faible échelle, tout cela exacerbant le risque cardiovasculaire chez ces patients. Les résultats détaillés que je vous ai présentés sont publiés dans 2 articles, publiés dans le journal Ethnicity and Disease, paru au cours de cette année. Pour l'étude alimentaire, on s'était basé sur des rappels de 24 heures ainsi qu'un fréquentiel alimentaire. Le fréquentiel alimentaire avait été classé soit en fonction de la catégorie d'aliments, soit en fonction de leur intérêt nutritionnel. Les résultats des rappels de 24 heures avaient montré que les repas des personnes obèses avec syndrome métabolique étaient plus caloriques et apportaient moins d'acides gras polyinsaturés.
De plus, ils étaient moins riches en vitamine B9, mais contenaient plus de rétinal, de bêta-carotène, de vitamine C et d'oligo-éléments. Pour le référentiel alimentaire, l'analyse du classement selon les diverses catégories d'aliments a montré que les personnes obèses avec syndrome métabolique consommaient moins de sucre et de produits sucrés, mais plus d'épices et de condiments. Pour le classement selon l'intérêt nutritionnel des aliments, on avait montré que les personnes obèses avec syndrome métabolique consommaient moins souvent des aliments riches en acides gras saturés, essentiellement monoinsaturés, en vitamines, essentiellement la vitamine E, et les repas étaient moins caloriques. Cependant, ils consommaient les aliments riches en zinc et en sélénium beaucoup plus souvent que les personnes sans syndrome métabolique. En conclusion, ce travail avait permis de montrer que chez les patients atteints de syndrome métabolique, on avait une altération des profils lipidiques ainsi qu'une inflammation de faible échelle. On avait également montré que les ratios lipidiques étaient de meilleurs prédicteurs de risques cardiovasculaires du fait de leurs associations relatives avec les lipoprotéines et les apolipoprotéines. Et l'enquête nutritionnelle avait montré une mauvaise connaissance des aliments et de leur intérêt nutritionnel par les deux groupes de patients. Avant de rendre la parole, je souhaiterais remercier toutes les entités ayant participé à ce travail, notamment le laboratoire biologie et santé de la faculté des sciences médicales, le service de cardiologie et de soins intensifs de la polyclinique Serraoui. Et merci. Merci à vous, Mme Seller, et je vous remercie pour être bref. Honorable assistant, donc, je vais présenter actuellement une partie d'un grand travail qui a été réalisé dans la préfecture de Oujda-Angat. Donc, cette partie, le syndrome métabolique et la dyslipidémie chez les femmes en âge de procréer dans la préfecture de Oujda-Angat. Ce travail est une continuité d'un projet, de projet au Maghreb. Donc, comme vous savez tous, je vais commencer par une introduction. Donc, le syndrome métabolique, c'est une association de plusieurs facteurs métaboliques. Donc, le syndrome métabolique n'est pas une maladie, mais une association de plusieurs facteurs métaboliques. Donc, le syndrome métabolique est un risque accru de diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a plusieurs définitions qui définissent le syndrome métabolique, soit de l'OMS, le NCEP 3 et GIR2. Donc, nous avons utilisé la définition de l'EDF de 2005. Donc, selon la définition de l'EDF 2005, le syndrome métabolique est la présence de l'obésité abdominale, l'obésité centrale, elle est principale, plus la coexistence de deux facteurs suivants, soit l'hypertriglycéridémie ou bien l'hypo-HDLémie, l'hypertension artérielle ou bien une glycémie à jeun. Donc, la physiopathologie du syndrome métabolique, il y a plusieurs explications, mais l'explication la plus importante actuellement qui est publiée dans divers journaux internationaux, c'est l'acteur principal du développement du syndrome métabolique, c'est l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance, qui est le résultat de la surcharge pondérale, surtout la surcharge abdominale. Donc, pour évaluer le syndrome métabolique dans la préfecture de Oujda-Angat, c'est un travail, c'est une enquête qui a été réalisée dans la préfecture de Oujda-Angat. Donc, on a travaillé dans les centres de santé, on a choisi 10 centres de santé, avec un échantillon total de 624 femmes âgées entre 20 et 49 ans. Donc, le travail a été réalisé dans le milieu urbain, dans 2 centres dans le milieu rural et 8 centres de le milieu urbain. Donc, la prévalence de l'hypertension et de l'obésité abdominale et l'obésité sont dans les 3 milieux, mais les analyses biochimiques, la dyslipidémie et la glycémie à jeun se concernaient surtout le milieu urbain. Les critères d'inclusion des femmes dans notre travail, les femmes doivent être âgées entre 20 et 49 ans, ils habitent la préfecture de Oujda-Angat d'une manière permanente,
les critères d'exclusion, donc les femmes enceintes et allaitantes, les femmes qui ont une pathologie infectieuse aiguë en cours ou bien une pathologie chronique, hypertension, diabète ou cancer. Donc pour évaluer le syndrome métabolique, donc, consiste à estimer ses principaux déterminants. Donc les principaux déterminants du syndrome métabolique, donc c'est l'obésité abdominale, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle, donc la glycémie, le cholestérol, les triglycérides, donc même on a fait l'hémogramme. Donc ces dosages ont été effectués dans un laboratoire accrédité dans la préfecture de Juzan Angat. Donc les résultats de notre travail, donc la répartition selon les milieux de résidence, on avait donc presque 67% des femmes qui résident dans le milieu urbain. La répartition selon les classes d'âge, donc on a classé les femmes selon les classes d'âge, donc selon les classes d'âge, donc presque dans 42,80% des femmes sont âgées entre 30 et 39 ans. La prévalence de l'obésité par l'IMC, donc on a une prévalence de 31% d'obésité dans la préfecture de Juzan Angat avec 39% de surcharge pondérale. L'obésité abdominale, donc là, avec une prévalence de 79%. Parmi les femmes qui ont une obésité abdominale, donc 60% des femmes ont un IMC normal. Donc, que nous avait permis de conclure que l'obésité viscérale se développe avant l'obésité évaluée par l'IMC. L'hypertension artérielle, donc la classification de l'hypertension artérielle selon les tranches d'âge. Donc, on a donc presque de 41% des femmes hypertendues sont classées entre